Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu en ce 10 septembre 2013. Voici les titres qui seront développés ce soir. L'épreuve de la rue pour le projet de réforme des retraites, appel à la grève des principaux syndicats et mobilisation à Paris, notamment le bilan de cette journée. Aux côtés d'une délégation yvelinoise, le texte de la réforme sera présenté le 18 septembre en Conseil des ministres. Mobilisation également aujourd'hui à l'école Jean-Baptiste Corot de Manille-les-Hameaux. Les parents dénoncent un effectif trop important et ils demandent l'ouverture d'une 4e classe. Politique et l'UDI qui s'organisent pour les prochaines élections municipales et européennes à travers la voie de sa section jeune dans le département. Plusieurs opérations organisées en ce mois de septembre avant l'université de rentrée de la formation dans quelques jours à Poitiers. Le responsable jeune UDI des Yvelines sera sur ce plateau à la fin de ce journal. Mais pour débuter cette édition préparée par la rédaction et comme chaque soir à l'image d'aujourd'hui, ce sont ces écoles fermées ce matin dans plusieurs communes en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ici à La Verrière, les écoles du Bois de l'Étang, des Noé n'assuraient ni la restauration scolaire, ni l'accueil du matin, ni même les animations du soir. À l'échelle du département, la grève est moins suivie, même si le rectorat n'a pas encore communiqué l'ensemble des chiffres. Mais un autre exemple à Versailles, où la ville n'annonçait qu'une perturbation de la cantine, tout en prévoyant d'assurer aux familles un repas froid. Et cette mobilisation, justement, entre 300 000 et 500 000 personnes dans les rues, dans l'ensemble du territoire français, selon la CGT. Nous étions à Paris, aux côtés de la délégation yvelinoise. Reportage de Claire Cambier, d'Élodie Moine. C'était au milieu de l'après-midi. Selon ces manifestants, une bonne retraite n'est pas compatible avec la réforme annoncée par le gouvernement. 43 ans de cotisation dès 2035 et une hausse des cotisations. À l'appel des syndicats CGT, FO, Sud et Solidaires, des manifestations ont lieu ce mardi partout en France. Les délégations yvelinoises se sont rendues à Paris. Se battre aujourd'hui pour la défense de nos retraites, c'est se battre pour nos conditions de travail, c'est se battre pour nos droits, c'est se battre pour le plein emploi, c'est se battre pour l'avenir des jeunes, pour la sécurité et la survie des salariés et des retraités actuels, quoi. À cette manifestation que l'on annonçait peu suivie, les syndicats comptabilisaient de 300 à 500 000 personnes sur la France. L'enjeu, faire pression avant le débat parlementaire qui doit avoir lieu début octobre. Autre revendication aujourd'hui, celle des parents d'élèves de l'école Jean-Baptiste Corot. Ils occupent depuis le début de la semaine l'établissement pour obtenir l'ouverture d'une nouvelle classe. Trop d'élèves par professeur, c'est le mot d'ordre comme ils l'ont expliqué à Anthony Reich et Jonathan Villeman. Depuis lundi, les parents d'élèves de l'école Jean-Baptiste Corot occupent l'établissement pour obtenir une 4e classe. Les professeurs gèrent plus de 30 enfants chacun. En tant que parents d'élèves, nous trouvons que c'est trop. Les conditions de travail pour les enseignants deviennent très difficiles. Les conditions d'apprentissage du coup pour nos enfants deviennent aussi très difficiles. Je ne suis pas enseignante, mais bon, j'ai du mal à imaginer comment un enseignant peut faire une classe correcte avec des petits, on est en maternelle, avec 34 enfants. Pour l'instant, 96 enfants sont scolarisés à l'école Jean-Baptiste Corot cette année. Mais la grille départementale fixe un minimum de 98 élèves pour l'ouverture d'une classe supplémentaire. Je pense que le directeur académique ne prendra pas de décision d'ouverture de classe si la situation reste la même. Là, j'ai vu 3 classes qui finalement fonctionnent plutôt bien. Les parents ont reçu ce mardi matin le soutien du maire de Manille-les-Hameaux. Bertrand Houillon l'assure, la ville attend le feu vert de l'inspection académique avec impatience. C'est une école qui de toute façon est faite pour accueillir 4 classes. Donc le mobilier est prêt au service technique. Dès qu'on a l'autorisation, tout est prêt. Le lendemain, on peut ouvrir. Dans l'attente d'une réponse positive de l'inspection académique, les parents d'élèves de l'école Jean-Baptiste Corot entendent bien continuer l'occupation de l'établissement jusqu'à ce vendredi. Pour sa campagne de communication 2013, le Téléthon a décidé cette année de mettre en avant 5 familles touchées par la maladie. Parmi elles, Luc, Vanessa et leur fils Thibaut. Ils sont yvelinois, installés à Triel-sur-Seine. Sur cette affiche, Thibaut, 5 ans, et son père, avec cette phrase « Mon fils est enfermé dans un corset 7 jours sur 7. Mon combat, lui offrir une vie normale ». Thibaut souffre d'amyotrophie spinale, une maladie qui détruit progressivement ses muscles, mais qui pour l'instant ne l'empêche pas de suivre une scolarité normale. Le Téléthon se déroulera les 6 et 7 décembre prochains. Il est bien sûr possible de faire un don tout au long de l'année. L'adresse du site internet de l'Association française contre les myopathies s'affiche sur votre écran.
Un printemps pluvieux, mais un été radieux. Les beaux jours de juillet et août ont permis aux commerçants de voir leur bilan en hausse, même si globalement, les touristes ont préféré les loisirs extérieurs au musée. Yolène Torres pour les précisions. Avec la météo maussade du mois de juin, la saison avait mal commencé. Les touristes ont attendu l'arrivée des beaux jours de juillet pour sortir de chez eux. Bilan de la période dans le département, 7 à 10% d'augmentation par rapport à l'été dernier, tous sites confondus. Les gens prennent des vacances de plus en plus courtes, alors forcément un département que nous sommes, qui est un département de loisirs, en bénéficie. Et puis les Parisiens par exemple, qui n'ont pas envie de faire beaucoup de voitures, viennent chez nous, c'est assez dépaysant, c'est pas loin et c'est même accessible si on souhaite en transport en commun. En tête des sites touristiques, le château de Versailles. Les entrées ont progressé de 8% sur les mois de juillet et août par rapport à la saison dernière. L'autre star de l'été, c'est le château de Breteuil. Plus 20% cette année avec 12 000 visiteurs en juillet. Les musées, en revanche, ont enregistré une légère baisse de fréquentation. Un petit point noir est à noter aussi du côté des hôtels qui tournent surtout grâce aux affaires. La saison estivale est toujours plus compliquée pour l'hôtellerie, puisqu'il y a moins de réunions d'affaires. Et puis on assiste, là la crise on l'a subie pour l'hôtellerie, on assiste vraiment à un développement des fréquentations dans le 2 étoiles et moins dans le 3 et 4, les gens dépensent un petit peu moins. Les responsables du tourisme insistent, dans l'ensemble, la saison reste bonne. En attendant les chiffres précis, on peut d'ores et déjà affirmer que le département a fait mieux que l'année dernière. Il avait reçu plus de 2,5 millions de touristes. Deuxième édition de l'opération Parole de jardinier qui est lancée dans le département jusqu'à la fin du mois de septembre. Une visite exceptionnelle des jardins de Versailles avait lieu ce dimanche en compagnie d'Alain Baraton, le jardinier en chef. Il a livré des secrets parfois assez croustillants. Catherine Zulato et Claire Cambier. Alain Baraton, presque comme un roi, ce dimanche dans les allées de Versailles, le jardinier en chef à l'allure altière. L'homme aime partager les secrets de son domaine, disons les petits secrets. Marie-Antoinette aimait s'amuser dans cette grotte. On dit même que c'est ici qu'elle rencontrait secrètement Fersen. Devant un public forcément comblé, le jardinier en chef, excellent orateur, décrit cette scène. Le roi Louis XIV, opéré, est en convalescence à Saint-Cyr-l'École chez les Sœurs. Lully lui compose une musique. Une petite musique. Quelques temps plus tard, Handel, le musicien du roi Georges Ier d'Angleterre, de passage à Versailles, entend la musique de Lully et apprend les paroles de Mademoiselle de Brinon. Il retourne en Angleterre avec God Save the King. Eh bien oui, God Save the King a donc été créé à Versailles pour la fistule du roi. On peut donc... Et question musique, Alain Baraton en connaît un rayon pour les amateurs de contrepétrie. Il reprend cet air bien connu qui met en scène un curé. Il court, le furet. Je vous laisse deviner le sens de la phrase. C'est une époque où, quand on ne peut pas trop parler, on raconte. Et dites-vous bien que chaque fois que vous avez appris une chanson ancienne, il y a souvent beaucoup de connotations un peu douteuses. Par exemple, Au clair de la lune, mon ami Pierrot, eh bien, écoutez donc les paroles de cette chanson qui date de 1792. Quand vous apprenez que la voisine fait briquet, allez donc vous renseigner sur le terme de briquet et vous comprendrez qu'on vous a appris des saloperies à l'école. On a retenu des intrigues amoureuses qu'on n'imagine pas forcément. Comme quoi? Comme le petit cabanon de jardin, le pavillon à la française, en fait, qui servait évidemment au roi. On a une autre vision de Versailles avec les commentaires qu'on a eus sur cette visite-là. On voit les jardins autrement et on voit l'histoire autrement. J'aime bien, parmi toutes les anecdotes, rappeler l'histoire ou les origines de la construction du château ou du Petit Trianon. Et j'ai rappelé, par exemple, que le Petit Trianon, ce matin, avait été construit non pas pour permettre à Louis XV d'être au plus près des savants qui viennent travailler la botanique dans ce lieu, mais pour permettre à Madame de Pompadour de s'accaparer pour elle seule le roi et éviter qu'il ne se disperse trop dans le lit de quelques courtisanes au château. Un jardin ne peut pas être beau, ne peut pas transmettre une émotion si on n'est pas capable de connaître son histoire et son parcours. Une visite exceptionnelle et pleine d'esprit dans le cadre de la 2e édition de Parole de jardinier. Alain Baraton en est le parrain. Une visite ponctuée donc d'anecdotes privées, mais qui ne fait pas oublier la magnificence de Versailles en matière de jardin. Le domaine, en toute humilité, ce sont 43 km d'allées, 350 000 arbres et 1,5 million de fleurs. La petite et la grande histoire ne peuvent être ici que des mesures.
On passe à l'invité de cette édition, Antoine Besse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable UDI Jeunes dans le département des Yvelines. On va parler de la rentrée politique de votre formation et puis aussi de cette déclaration conjointe avec les jeunes MoDem du département. Vous avez annoncé prendre acte du rapprochement entre vos deux formations, lancée par Jean-Louis Borloo notamment. Une main tendue à François Bayrou pour les européennes. Pourquoi cette main tendue? On imaginait plutôt les deux formations, on va dire, peut-être fâchées, en tout cas dos à dos. L'UDI étant en plus porté vers un soutien à l'UMP et puis le MoDem un soutien à François Hollande. Ça a été le cas pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. Aujourd'hui, pourquoi cette main tendue? Tout simplement, je pense, pour une question de cohérence politique. Aujourd'hui, les projets sont censés nous rapprocher. On se bat pour les mêmes projets politiques et c'est en ce sens qu'a priori, il nous paraissait plus logique, avec Antonin en tout cas, de faire ce communiqué. Antonin Grélé, c'est le président des jeunes MoDem dans le département. Il est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que vous avez tout simplement entendu Antoine Besse, le responsable UDI dans le département? Lui, il dit qu'il est normal de voir les deux formations se rapprocher. C'est votre sentiment également? C'est normal et c'est nécessaire. Je pense qu'on a des projets similaires et la même envie de voir une Europe bien construite et une Europe qui va de l'avant. Je considère que c'est nécessaire que nous allions ensemble vers ces élections. Alors comment vous expliquez? Alors vous parlez des élections européennes, qu'on puisse assister à un rapprochement pour les européennes, malgré les différences que j'exposais tout à l'heure entre l'UMP, le soutien au PS côté MoDem. Pourquoi un rapprochement pour les européennes et on en parle beaucoup moins pour les municipales, par exemple? Je vous pose la question tout d'abord à vous, Antonin Grélé, puis ensuite Antoine Besse pourra réagir. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas être sectaire. Vous parliez des élections présidentielles. Je voudrais juste rappeler que le MoDem n'a pas appelé à voter François Hollande. C'est François Bayrou qui a donné sa déclaration personnelle. François Bayrou qui est quand même le responsable du MoDem. On peut jouer sur les mots, effectivement, mais il est responsable du MoDem. Il n'appellerait pas à voter. Il pense que chaque individu est capable de faire sa propre décision, de prendre son choix. Nous ne sommes pas sectaires. Nous considérons que, en fonction des projets, en fonction de ce qui est proposé, il faut aller avec le meilleur projet systématiquement. Je pense qu'avec l'UDI, on sera capable de faire un projet européen commun qui sera cohérent et qui donnera envie aux citoyens d'aller de l'avant. Mais pas un projet commun pour les municipales? À mon avis, les municipales, ça prendra... Alors, on va laisser tout d'abord répondre le responsable du DI et puis je vous laisserai réagir ensuite. Je pense que pour les municipales, c'est une question aussi locale. Donc, il faut laisser les hommes décider aussi de ce qui se passe au niveau local. C'est une question d'hommes, c'est une question plus particulière. Aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez rappelé, les histoires sont différentes pour le MoDem et l'UDI. Il faudra certainement un peu plus de temps pour une alliance systématique à tous les échelons. Cependant, effectivement, les européennes sont un projet commun assez évident, il me semble, pour les centristes de cœur, européistes par nature. Et en ce sens, c'est à mon avis le premier échelon qu'il faudra mettre sur table. Alors, il y a tout de même, je ne veux pas insister sur ces divisions entre les deux partis, mais il y a eu quelques déclarations depuis cette tentative de rapprochement entre les deux formations. Oui. Hervé Morin qui demande à François Bayrou de clarifier sa ligne politique. Et puis de l'autre côté, c'est le vice-président du MoDem, Jean-Luc Benamias, qui demande à l'UDI de renoncer à une alliance exclusive avec l'UMP. Alors c'est difficile tout de même d'y voir clair, peut-être aussi pour les électeurs. Antonin Grélé. Je pense qu'il ne faut pas imaginer que les électeurs ne soient pas capables de comprendre les tiraillements qui peuvent exister. La politique française est difficile dans ce sens qu'elle oblige, pour avoir de bons résultats, à s'allier et de préférence avec les plus gros. Alors ça a toujours été le choix facile de s'allier avec le plus gros, le plus proche pour avoir un maximum de voix. Nous, on a choisi le chemin de l'indépendance. L'UDI a choisi un autre chemin, mais ne souhaite pas non plus se faire phagocyter par l'UMP. J'attends de voir comment ça va se former. Alors vous, justement, vous demandez quoi à l'UDI? Vous demandez aussi que l'UDI prenne ses distances avec l'UMP? Que ce soit clair? Je pense que pour un rapprochement aux élections européennes, il est évident que nous ne pourrons pas, MoDem, UMP et UDI, y aller ensemble. Ça sera soit les partis centristes, soit l'UDI avec l'UMP. Antoine Besse, vous partagez cette opinion, justement? Sur ce principe-là, je suis assez d'accord. Et pour l'instant, d'après les dires de nos aînés, c'est le chemin qui est suivi. Aujourd'hui, la semaine dernière, la réunion des Européens à la Maison de la Chimie de l'UDI prenait clairement ce chemin-là. Et je vais vous poser autrement la question. Est-ce que les députés européens des différentes formations centristes, en tout cas les Français, qui les représentants français, n'ont pas
pas peur de perdre leur poste aussi, et c'est pour ça qu'il y a cette alliance? À un moment, il faut aussi savoir se battre pour ses principes. Jean-Louis Borloo l'a rappelé clairement il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on se bat pour un projet européen et pas pour des ambitions personnelles. Vous restez en ligne avec nous, Antonin Grélé. Je vous propose d'écouter un micro-trottoir que nous avons réalisé aujourd'hui. Nous sommes allés demander aux citoyens, aux électeurs, quelle différence ils faisaient entre le MoDem et l'UDI. Écoutez. Pour moi, c'est exactement les mêmes. Je vois pas de différence. Pour moi, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes, quoi. Je dirais qu'il y en a un que le chef a une plus grande gueule que l'autre, quoi. Mais bon, c'est tout. Je vois pas trop de différence au niveau politique. C'est des centristes. Je vois pas beaucoup de différence. Ils sont issus à peu près de la même idéologie. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils se rassemblent pour avoir un peu plus de poids vis-à-vis des gros bulldozers. La différence, c'est que Borloo il est plus du côté de l'UMP et que Bayrou il se dissocie de l'UMP. Il est plus, c'est un centriste catholique pour moi. Ce sont des partis qui sont sensiblement identiques. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je vous fais réagir tout d'abord, Antoine Bess. C'est a priori ce que défendent aussi nos aînés, effectivement. C'est ce que disait, je crois, Bayrou il n'y a pas très longtemps. Les centristes, c'est la seule famille où on est tous d'accord sur le projet, mais où les familles sont divisées. Alors qu'effectivement, les divisions existent sur le plan des idées dans les autres partis, et pourtant, ils arrivent à être ensemble. Donc nous, c'est effectivement le chemin qu'on doit parcourir aujourd'hui, c'est effectivement se retrouver, se retrousser les manches et se battre ensemble pour nos projets communs. Et Antonin Grélé, pour conclure, lorsque vous entendez dans le micro-trottoir que, je vais reprendre les mots de cette téléspectatrice qu'on a interviewée cet après-midi, il y a un des deux chefs qui a une plus grande gueule qu'un autre. Vous vous dites qu'au bout d'un moment, il y a un des deux hommes qui va devoir s'effacer pour fédérer les centristes? Vous voyez très bien que, alors déjà, ces hommes se connaissent bien et travaillent ensemble depuis très longtemps. Et on n'est pas dans un combat des chefs, on est dans un combat de stratégie politique. Donc, je pense ni François Bayrou ni Jean-Louis Borloo ne doivent s'effacer. Les deux peuvent cohabiter. Je pense qu'ils peuvent non seulement cohabiter, mais ils l'ont déjà fait par le passé. Ils ont travaillé ensemble lors de campagnes présidentielles par le passé et ils sont habitués à travailler ensemble. C'est pas une question de s'effacer, vous savez, c'est une question de travailler ensemble pour représenter un maximum nos idées et notre projet pour la France et pour l'Europe. Donc il y aura une mobilisation en vue des européennes. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir pour les jeunes MoDem des Yvelines. Le responsable jeune UDI va rester avec nous sur ce plateau. On va se pencher aussi sur le reste de votre actualité en cette rentrée politique, notamment l'opération On-Field. Elle a été lancée durant l'été à l'initiative de militants, soutenue par l'UDI à travers la France. Ce week-end, une escale était prévue à Trappes devant le Forum des associations. Vous étiez présent. On regarde ce reportage de la rédaction. Ici, pas de logo de l'UDI, mais un rhinocéros blanc sur fond bleu, un symbole imposant pour cette opération permettant d'aller à la rencontre de la population baptisée On-Field et ce jour-là installée à Trappes. C'est pourtant bien le parti de Jean-Louis Borloo qui se cache derrière ce slogan, la politique comme vous ne l'aviez jamais vu. On n'est pas là pour recruter, on n'est pas venu pour parler de nous, on est venu pour parler des Français. Donc on ne cherche pas à en faire des centristes, pas du tout en fait, on essaie simplement de recueillir leurs avis. Concrètement ça se traduit ainsi. Les volontaires du projet On-Field, partout en France, dans plusieurs villes, en fait, vont sur le terrain, donnent la parole aux Français, sont à leur écoute et en fait recueillent leurs doléances, leurs avis, leurs impressions, leurs ressentis de la vie politique française actuelle. L'opération lancée durant l'été a déjà fait escale à Marseille, Nantes ou encore Le Mans. Les militants parlent de succès et ont décidé de poursuivre l'action jusqu'au début de l'automne. C'est très bien, voilà. Il faut dire son opinion, de toute façon. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas droit, on aurait droit de cacher ce qu'on pense. Voilà. J'espère que, sincèrement, après ces petites rencontres, le gouvernement pourra voir les choses différemment. Des inquiétudes qui seront regroupées dans un cahier de doléances et diffusées aux élus locaux, mais qui serviront aussi sans doute à alimenter les futurs programmes des candidats UDI aux européennes et aux municipales. On vient de vous voir présent sur cette opération à Trappes. Très clairement, pourquoi ne pas vous présenter sous les couleurs de l'UDI? C'est soutenu par l'UDI malgré tout. Vous êtes des militants UDI. Il faut l'assumer. Pourquoi vous l'assumez pas? C'est pas une question d'assumer, on l'assume tout à fait. Quand on nous pose la question, on répond. Quand on vous pose la question. Quand on vous pose la question. Oui, bien sûr. Alors pourquoi? Effectivement, tout simplement parce que les gens ont une défiance de plus en plus grande à l'égard des politiques. Et aujourd'hui, pour recueillir l'avis des Français vis-à-vis de ce système politique global, que ce soit au niveau local ou national, il s'est
on s'était aperçu effectivement qu'il était plus simple d'aller à la rencontre des gens sans afficher effectivement d'étiquette politique. Les électeurs ne sont pas naïfs pour autant, ils vont se rendre compte que finalement c'est sous couvert d'un nom avec un logo de rhinocéros, derrière se cache l'UDI. Mais derrière, on n'est pas là pour vendre un discours, on n'est pas là pour donner des tracts UDI, on ne vend aucune étiquette politique. On recueille simplement l'avis et le sentiment des gens à l'égard de la politique. Alors ça va servir à quoi? À faire des états généraux justement, par exemple? Pourquoi pas, effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, on fera un cahier de doléances à la fin du mois de septembre que l'on transmettra aux hommes politiques, qui servira... Toutes les formations politiques? Tout à fait, ça sera ouvert. C'est vraiment le but de l'action. C'est vraiment recueillir le sentiment des Français à l'égard de la politique. C'est pas faire de la politique politicienne, c'est renouer le contact et le dialogue qui s'est perdu aujourd'hui. Malgré tout, ça va servir forcément à préparer le programme des municipales, voire même des européennes. Pour l'UDI. C'est pas une question de programme, puisqu'en fait les gens ne nous donnent pas nécessairement des sentiments extrêmement précis sur tel ou tel sujet local. C'est une question de ressentiment, c'est savoir comment on fait de la politique, comment on fera de la politique demain. Et pour les militants jeunes comme nous, c'est extrêmement important. On n'est pas là simplement à prendre la température à l'égard des Français sur le papier, on va à leur rencontre, on cherche à les comprendre. Et donc ensuite ça servira à élaborer un programme. Parce que c'est bien de les écouter, mais il faut leur proposer des choses. Bien évidemment. Donc finalement, ça servira aussi à l'UDI pour préparer son programme. À l'UDI et à tous les hommes engagés, femmes et hommes engagés. Vous serez candidat vous-même pour les municipales dans le département? Probablement à Viroflay. À Viroflay. Donc c'est pas anodin, voilà. Lorsque vous écoutez les revendications, ça vous permettra aussi de proposer des choses pour ces élections. Bien sûr, mais comme tout homme et toute femme qui ira sur notre site OnField, qui est accessible à tout le monde, ouvert à tout le monde, et toutes les personnes intéressées par ce sujet-là, par ce projet-là, pourront avoir accès aux informations, aux avis des Français. Sur le site que justement c'est soutenu par l'UDI, pour être tout à fait transparent. Prochaine réunion de ce type, prochaine opération de ce type dans le département, c'est à Versailles le 28 septembre. 14 et 15 septembre à Poitiers, journée de rentrée de l'UDI. L'ordre du jour, c'est de savoir comment se positionner par rapport au MoDem, c'est de savoir quelle distance ou non prendre avec l'UMP, de faire le point de cette opération OnField. Il y aura une réflexion sur le plan idéologique, c'est certain, mais c'est avant tout se réunir, se regrouper. C'est la première université d'été qui aura lieu pour l'UDI. Je rappelle que c'est un parti qui est tout jeune, qui a à peine 1 an d'existence. Donc il faut aussi réunir la famille et se retrouver tous ensemble. Justement, parti très jeune, on peut faire un point sur les adhésions dans le département par exemple, aussi bien l'UDI que les jeunes UDI? Sur le département, moi je peux difficilement vous le dire parce que je n'ai pas les chiffres en main, mais je sens clairement au niveau des adhésions, au niveau des gens que j'ai de plus en plus en contact, que c'est un parti qui intéresse les gens. Et les jeunes aussi? Les jeunes surtout. Vous êtes combien au sein des jeunes? Aujourd'hui, en termes d'adhésion, nous sommes une 50aine. Après, de jeunes actifs, on est plus autour de la 20aine, mais c'est en progression nette de semaine en semaine et de mois en mois. Et 23 septembre, pour conclure avec cette rentrée politique de l'UDI, des jeunes UDI, il y aura une réunion. Les jeunes en politique, c'est le thème d'une discussion qui aura lieu à Fontenay-le-Fleury. Tout à fait. Qui sera présent et Alors, nous avons invité Marc de Germay, maire de Marmagne, président UDI du Cher, qui a été maire à l'âge de 27 ans, donc il pourra nous raconter un peu son parcours et la façon dont il est arrivé à ce stade-là. Nous aurons également Rami, notre coordinateur national chez les jeunes UDI, qui viendra nous expliquer l'investissement politique au niveau des jeunes, mais au niveau national. Donc ça sera un échelon autre. Et nous aurons également Flavien Baznet, qui a été candidat aux dernières législatives et qui sera candidat au municipal à Juan-Josas. Merci à vous d'être venu ce soir sur le plateau du 7-8 L'Actu. Vous êtes le responsable UDI Jeunes dans le département des Yvelines. Juste un point sur cette mobilisation du jour contre les retraites. Pour vous donner ce chiffre, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur au niveau national. 155 000 manifestants contre environ entre 300 000 et 500 000 selon la CGT qui a organisé cette mobilisation contre les retraites. Voilà pour ce point sur l'actualité du jour. C'est la fin de cette édition du journal du 10 septembre. Je vous retrouve demain pour l'essentiel de l'information locale. Les programmes se poursuivent sur TV Fil 78 avec notamment le 7-8 Société, rendez-vous bimensuel présenté par Catherine Zelato. Elle débattra cette fois-ci avec ses invités des questions de la citoyenneté et des incivilités. Excellente soirée.